Commençons par Lindsey Graham. C'est une figure vraiment très importante de la politique américaine, non? Alors, quelle est votre évaluation globale de cette personne? Un politicien très intelligent et très réussi, mais aussi un monstre en même temps. C'était quelqu'un qui était constamment là, à pousser, à insister pour la guerre et pour le renforcement militaire, et qui promouvait une politique d'hostilité des États-Unis envers tout le monde. Et il était responsable, au moins en partie, de nombreuses guerres. Malheureusement, il combinait ça avec un vrai talent politique. Il savait, par exemple, comment obtenir des fonds pour le complexe militaro-industriel. Et il était très doué pour récupérer une partie de cet argent, l'investir en Caroline du Sud, créer des emplois et ce genre de choses. Apparemment, en personne, il était extrêmement charmant et très habile pour rallier les gens à sa cause. Bref, c'était quelqu'un de dangereux dans l'ensemble. On ne devrait pas parler en mal des morts, mais pour être honnête, je ne suis pas mécontent de le voir partir. Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Et ce n'est pas seulement à l'extérieur des États-Unis, même à l'intérieur du pays, beaucoup de gens sont contents de le voir partir, parce qu'il parle sans arrêt des guerres, des morts, et tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que pour lui, les vies humaines ne comptent pas vraiment, non? Il parle de se battre jusqu'au dernier Ukrainien, jusqu'à la dernière personne à Taïwan. Et il dit ça avec légèreté, comme si c'était pas grave, tu vois? Je pense que vous avez trouvé le mot juste. Il a parlé de tout ça avec une légèreté incroyable. Franchement, on voyait bien qu'il n'était pas intéressé, qu'il se fichait complètement de la vie humaine. Et je vais dire autre chose, quelque chose d'assez étrange. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine National Review. C'est une publication très dure, vraiment néoconservatrice. En fait, c'était la première du genre. Elle a été fondée par l'intellectuel américain William Buckley dans les années 50. Donc, ça fait très très longtemps qu'elle existe. Bref, ils considéraient bien sûr Lindsey Graham comme leur grand héros. Ils ont même publié un long article sur lui, expliquant à quel point il avait été un immense succès. Et puis quand on lit l'article, on cherche un seul exemple d'aventure en politique étrangère qu'il aurait lancé et qu'il présenterait comme une réussite. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont mentionné aucun succès en politique étrangère. Tout son succès s'est joué à Washington, dans le sens où il a réussi à devenir de plus en plus puissant, même en lançant toutes ces guerres à travers le monde. Et cela, alors même que ces guerres ont provoqué la mort, la destruction, une misère indescriptible, et qu'elles se sont toujours, et sans exception, terminées par des échecs. Et c'est aussi lui qui a insisté pour envoyer des troupes au sol en Iran, par exemple. Alors je suis retournée voir parce que je préparais mon programme sur la Chine. J'ai voulu revoir certains de ses discours et franchement, c'est sidérant de voir à quel point il prend tout ça à la légère. On a l'impression que la vie des soldats américains ne compte pas vraiment. Eh bien oui, absolument, absolument. Je veux dire, les Américains, il a aussi pris la vie des soldats américains à la légère. Et oui, tout à fait. Je veux dire, et bien sûr, c'est toute l'histoire de Lindsey Graham, parce que toujours, chaque fois que l'Amérique se heurtait à un obstacle, sa réponse était l'escalade. Il voulait plus de violence. Il n'a jamais voulu dire « Stop, réfléchissons à ce qu'on fait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? » Il n'a jamais eu de réflexion. Oui. Donc, si vous lui demandez pourquoi ces politiques ne marchent jamais, il vous dira toujours qu'on aurait dû aller 2 fois plus loin. Selon lui, notre erreur, c'est qu'on s'est arrêté. Vous savez bien. Oui, exactement. Voilà, c'est ça encore une fois.
Encore une fois, pour lui, l'échec, c'était toujours une question de volonté. C'était le fait qu'on n'avait pas assez de volonté pour gagner. C'était parce que quelqu'un, à la Maison-Blanche, au ministère de la Défense, dans les médias ou au Congrès, était trop faible, trop mou. Et bien sûr, c'est terrible, parce que si on réduit tout à une question de volonté, on ne regarde plus la réalité. Mais il est représentatif. Il n'est pas tout seul, hein? C'est sans doute celui qui parle le plus fort, mais il y en a tout un tas comme lui, non? Sans aucun doute. Je veux dire, il faut qu'on soit très clair avec nous-mêmes. Les politiques de Lindsey Graham ne vont pas disparaître avec lui, malheureusement. D'autres prendront sa place. S'il est devenu aussi influent, c'est parce qu'il était la voix d'institutions et de forces très puissantes aux États-Unis. Et ces forces-là, elles n'ont pas disparu. Oui, donc l'impact direct qu'il a voulu provoquer, vous savez, il est vraiment intransigeant sur la Russie et sur l'Iran. Alors, quel est l'effet concret sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et sur la situation iranienne? Eh bien, si on parle de la guerre avec l'Iran, je suis convaincu qu'elle n'aurait pas eu lieu si des gens comme Lindsey Graham ne l'avaient pas sans cesse encouragé. Et je pense qu'il a eu une influence importante sur Trump. Et si on parle de la guerre en Ukraine, je crois que là, son influence est encore plus forte. Parce qu'au début de sa présidence, Trump semblait pendant un moment envisager de trouver un compromis, une façon de négocier. Mais il y avait Lindsey Graham, toujours à lui souffler à l'oreille, à le voir sur le parcours de golf, à lui parler au téléphone, tout le temps. En gros, il le poussait à adopter une position de plus en plus dure, à faire en sorte que la guerre continue sans arrêt. Maintenant qu'il est parti, tu penses que Trump peut réfléchir un peu par lui-même? Non. Eh bien, on aimerait le croire. Je pense que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens prêts à prendre sa place. Mais il y aura un court moment où nous n'aurons pas un défenseur aussi déterminé et influent de la guerre sans fin que Lindsey Graham. Et vous savez, il faudra peut-être un an avant qu'un véritable remplaçant n'émerge. Et pendant cette année-là, il se pourrait qu'il y ait quelques ouvertures, un certain assouplissement de la position américaine à certains endroits. Mais je n'y compterai pas trop. Oui, tu as raison. Il y a toujours quelqu'un pour venir le remplacer. Et Trump, c'est un type. Je sais pas, tu penses qu'il est facile à manipuler? Quand on trouve une certaine manière de lui parler, il devient étonnamment réceptif à ça. Tu crois ça? Oui, il est très facile à manipuler. J'ai entendu dire de la part de gens qui prétendent bien le connaître qu'il a tendance à écouter surtout la dernière personne à qui il parle. D'accord. Et apparemment, il est toujours très peu sûr de lui. Il ne supporte pas de paraître faible ou trop doux. Si quelqu'un lui dit « Monsieur le Président, vous pouvez le faire, vous pouvez être vraiment fort ici, très ferme, vous allez gagner, on est tous avec vous, les États-Unis sont avec vous », il se laisse très facilement convaincre par ce genre de discours. D'accord. L'autre personne, Mitch McConnell, un autre républicain. C'est très clair qu'il a de sérieux problèmes de santé. D'accord. Mais pourquoi, selon vous, il n'a tout simplement pas démissionné? Des gens comme ça ne démissionnent pas. Je veux dire, il s'accroche et il restera là jusqu'en janvier. Je comprends qu'il ne se représente pas en novembre, mais il s'accroche quand même. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il s'accroche, c'est aussi parce qu'il soutient ses politiques. Et il le fait, enfin, comme Lindsey Graham le faisait, par conviction. Mitch McConnell et Lindsey Graham croient à l'Empire américain. C'est important de le comprendre. Sur ce point-là, ils ne sont ni hypocrites ni menteurs. Ils peuvent l'être sur bien d'autres choses, mais pas sur leur foi en l'Empire américain.
Là-dessus, ils sont sincères. Donc oui, ils croient vraiment à tout ça. Et il veut être là, au Congrès et au Sénat, pour s'assurer que la ligne qu'il défend continue et surtout pour continuer à soutenir l'Ukraine. Avec Lindsey Graham, j'ai toujours eu le sentiment que bien sûr, il soutient l'Ukraine. Bien sûr, il veut des sanctions massives contre la Russie. Bien sûr, il déteste la Russie et tout ce qui va avec. Mais au fond, pour Lindsey Graham, la haine de l'Iran était encore plus forte, et peut-être que celle de la Chine l'était encore davantage. Avec Mitch McConnell, qui appartient à une génération plus ancienne, oui, il déteste l'Iran, il déteste aussi la Chine, mais il déteste encore plus la Russie. Donc en gros, c'est ça la différence, la seule vraie différence entre ces deux hommes. Oui, et puis, vous savez, mon mari vient du Kentucky, donc je m'intéresse particulièrement à la politique de cet État. Le gouverneur actuel du Kentucky, Andy Beshear, est démocrate. Donc Mitch McConnell démissionne, c'est lui qui nommera un démocrate au Sénat. Je pense que ça joue un rôle là-dedans. Mais bon, on verra combien de temps il peut tenir. Attends une seconde. Oui, absolument. Il doit tenir jusqu'à janvier, avant la fin de son mandat et la nouvelle élection. Oui, c'est intéressant, je ne savais pas ça. En fait, je pense que ça explique beaucoup de choses. Et puis à propos de Mitch McConnell, en tant que chef de la majorité au Sénat, il connaît parfaitement ce genre de choses. Remplir des sièges, tirer les ficelles, jouer à ce type de jeu au Sénat. C'est exactement le genre de manœuvre dans lequel il a toujours excellé. Et vous avez dit à plusieurs reprises que pour les politiciens occidentaux, tout tourne autour du pouvoir, n'est-ce pas? Donc toutes les formes de pouvoir. Les républicains, eux aussi, veulent leur part de pouvoir au Sénat. Exactement. Oui, tout à fait. Au fond, c'est toujours une question de pouvoir. D'accord. Alors, parlons de la situation en Iran. Trump avait dit qu'il allait faire payer un péage, ce qui m'a vraiment surpris. Enfin, je ne devrais pas l'être. Mais ensuite, il a laissé tomber cette idée. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, c'est une bonne question. Il a abandonné cette idée parce que les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens et les Qataris étaient absolument furieux. Ils ont dit à Trump, « Mais de quoi parlez-vous? On pensait que vous étiez là pour nous protéger. » On n'imaginait pas que quand vous parliez de protection, c'était une protection à la manière d'Al Capone. Je veux dire, je dis ça parce que c'est comme ça que ça ressort, tu vois. Bref, il a dû laisser tomber. Mais écoutez, je crois qu'on en a déjà parlé dans l'une de nos émissions. En fait, il n'y a jamais eu de véritable bonne foi de la part des États-Unis envers l'Iran. Est-ce que je vous ai raconté ce que m'ont dit des gens bien informés en Russie quand j'y étais? Les Russes mettaient les Iraniens en garde. Regardez, vous avez signé cet accord avec les Américains. Ne pensez pas qu'ils vont le respecter. Ils ne le feront pas. Si vous décidez de vous y tenir, alors servez-vous-en à votre avantage. Renforcez vos forces armées et améliorez vos relations avec la Chine d'ailleurs. C'est quelque chose que je n'avais pas encore dit, mais les Russes m'ont expliqué qu'il y avait apparemment des tensions entre la Chine et l'Iran, ce que j'ignorais. Et les Russes ont dit aux Iraniens, envoyez Arakchi, votre ministre des Affaires étrangères, à Pékin pour rencontrer Wang Yi là-bas. Je vais juste expliquer pourquoi. Il y a quelques années, vous vous en souvenez sûrement, la Chine et l'Iran ont signé un énorme accord économique dans lequel la Chine devait investir des sommes colossales dans l'économie iranienne. Et je me suis toujours demandé pourquoi ça ne s'était jamais concrétisé. Eh bien, la raison, c'est que, à peine l'encre de cet accord avait-elle séché, que l'Iran a utilisé l'argent chinois pour passer une multitude de contrats, et chacun d'entre eux était avec une entreprise occidentale.
Pas un seul contrat n'a été signé avec une entreprise chinoise. Les Chinois ont été très offensés et vraiment très en colère, ce qui est tout à fait compréhensible. À partir de ce moment-là, ils se sont détournés de l'Iran. Les Russes, eux d'ailleurs, ont toujours trouvé les Iraniens très difficiles à gérer. C'est d'ailleurs un autre point que je voudrais souligner à propos des Iraniens. Donc ils savent parfaitement de quoi il s'agit, mais ils disaient à l'Iran, « Écoutez, ne croyez pas que c'est la paix. Ce n'est pas la paix, c'est juste une autre étape. Nous, on est déjà passé par là. » La Russie a connu la même situation. Elle a signé les accords de Minsk. Vous vous souvenez? En fait, ils ont même fait remarquer que ce que vous avez signé, c'est un peu comme les accords de Minsk. C'est un autre accord de Minsk. Si vous comptez aller jusqu'au bout, il faut régler vos différends avec la Chine. Et il faut aussi vous préparer à l'idée que tôt ou tard, il y aura une guerre. J'ai vu certains des messages échangés entre la Chine, enfin plutôt la Russie, et l'Iran, où tous ces avertissements étaient déjà formulés. Bref, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'en Iran, beaucoup de gens étaient très mécontents du protocole d'accord. Et, exactement comme les Russes l'avaient prédit, les Américains ont commencé à jouer avec les règles. Ils n'ont pas débloqué les avoirs. Ils n'ont levé aucune des sanctions. Ils ont commencé à envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz et évidemment, ils allaient reconstituer leurs réserves de pétrole et tout le reste. Alors en Iran, les gens ont commencé à se mettre très en colère. Ils ont dit « Attendez, c'est nous qui sommes censés contrôler le détroit d'Ormuz. » Et à partir de là, tout s'est effondré. D'ailleurs, les Russes ne pensent pas que l'Iran devrait être responsable du détroit d'Ormuz. Ils leur ont dit « Ce n'est pas quelque chose que vous devriez envisager de faire. » Mais bon, comme je l'ai dit, les Russes trouvent que les Iraniens sont des partenaires très difficiles et ils estiment que les Iraniens n'écoutent pas toujours les conseils qu'on leur donne. Oui, moi aussi je trouve ça. Enfin, même si je n'ai jamais eu affaire directement au gouvernement iranien, j'ai rencontré quelques Iraniens quand je vivais en Suède. Et à ma grande surprise, les personnes que j'ai rencontrées étaient en fait assez racistes. Oui, je sais pas, bien sûr pas tous, mais on sent chez certains qu'ils se considèrent un peu comme une race supérieure. Oui, oui, oui. Pour être juste, les Perses, ils sont très intelligents. Franchement, je veux dire, dans toute l'histoire, c'est vrai. Ils ont accompli énormément de choses et tout ça. Mais ils doivent aussi reconnaître, tu vois, que la Chine aussi est une grande civilisation qui a beaucoup accompli, si on regarde les choses sous cet angle. Mais j'ai l'impression, du moins ceux que j'ai rencontrés en Suède, d'ailleurs, ce sont des réfugiés, c'est après la révolution iranienne. Certains d'entre eux ont fui à ce moment-là. Donc, ils faisaient sans doute partie de la classe aisée ou quelque chose comme ça en Iran. Et après la révolution, ils sont venus en Suède comme réfugiés. Et quand on arrive dans un autre pays en tant que réfugié, on n'aime pas forcément l'idée d'être perçu comme tel. Alors peut-être qu'ils ont besoin de regarder de haut des gens comme moi, tu vois, pour se sentir mieux dans leur peau. C'est possible que ce soit ça, la raison. Mais bon, c'est juste mon expérience limitée avec quelques Iraniens. C'est le sentiment que j'en ai, voilà. Je vais le dire très vite, parce qu'on m'a montré certains des messages échangés entre les Russes et les Iraniens. Et franchement, les messages que les Iraniens envoyaient aux Russes étaient tellement condescendants, tellement arrogants, tellement méprisants, que j'en suis resté bouche bée. Les Russes étaient furieux, et l'Iran ne peut pas se permettre de se comporter comme ça. Non, non. Alors pour être juste, certains Iraniens pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde, y compris à l'Occident.
Et donc, il y a en Iran des courants comme ça qui ne respectent ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis. Ces gens-là existent aussi. Mais il y a aussi en Iran des personnes qui, à cause de l'influence encore présente du Shah, sont, je pense, très pro-occidentales, pro-américaines. Aucun doute là-dessus. Il y a clairement une part de ça. Mais bon, pour revenir à votre question de départ, la raison pour laquelle tout s'est effondré, c'est que les États-Unis ont joué avec le mémorandum d'accord, exactement comme les Russes avaient prévenu les Iraniens que ça arriverait. Ils envoyaient des navires dans le détroit d'Ormuz. Ils appliquaient une partie du mémorandum et ignoraient toutes les autres, comme les Américains le font toujours. Aucune surprise, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ça encore et encore. Et pourtant, il y a toujours des gens qui se laissent avoir. Ah oui, voilà. Mais maintenant, la question de la légalité de la guerre de Trump, parce qu'on sait qu'il ne peut mener une guerre que pendant 30-60 jours sans l'accord du Congrès. Alors, est-ce que Trump va rejouer ce petit jeu, celui de relancer une guerre? Parce qu'il a déjà dit au Congrès qu'il allait recommencer. Il va peut-être faire, 30 jours, il a 60 jours, puis il va s'arrêter, et ensuite il va recommencer ce jeu. Je pense qu'il va jouer à ce petit jeu. Parce que s'il y a bien une chose à savoir sur Donald Trump, c'est qu'il n'aime pas qu'on lui impose des limites, qu'elles soient constitutionnelles ou venant du Congrès. Ce n'est pas parce qu'il prévoit de se faire dictateur ou quelque chose du genre. Non, c'est juste qu'il agit comme un enfant gâté à qui on n'a pas le droit de dire non. C'est ça, le fond du problème. Il va continuer à jouer à ce jeu. Il va faire semblant que c'est une guerre, ou que ce n'en est pas une, que l'Iran a attaqué, ou peu importe. En fait, il fera toujours ça, et il évitera de retourner devant le Congrès autant qu'il le pourra. Et si les démocrates reprennent la Chambre en novembre, il le fera encore plus. Parlons un peu de la course technologique, d'accord? Il y a beaucoup d'actualités dans le secteur. La Chine vient tout juste de réussir la première récupération contrôlée d'un propulseur réutilisable, et c'est un vrai tournant. Quelle est votre réaction? Et celle du Royaume-Uni, je suis assez curieux de savoir. Non rapporté, ce qui d'ailleurs est déjà une réaction si on y pense. Je veux dire, si c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, alors que c'est aussi important, ça montre bien que ça a un impact énorme. Je veux dire, il faut se rappeler que dans les années 60, 70, 80, il n'y avait que deux puissances dans l'espace, la Russie et les États-Unis. Aujourd'hui, il y en a une troisième, la Chine, avec la plus grande base industrielle du monde et la base technologique la plus avancée. Et ça, forcément, ça rend de plus en plus de gens nerveux. Ça montre que la Chine avance dans tous les domaines, la technologie, l'industrie et tout le reste. Bien sûr, il y a encore des gens qui veulent minimiser tout ça. Ils parlent sans arrêt des problèmes du marché immobilier ou d'autres difficultés du même genre. Ils ne cessent de revenir là-dessus. Pourtant, la Chine a enregistré une croissance de 4,3% au deuxième trimestre et de 4,5% le mois dernier. Les gens s'épuisent à débattre de ces chiffres. Mais le fait qu'on ne parle pas du tout de la capacité de la Chine à utiliser des fusées réutilisables, eh bien, ça dit tout. C'est ça, le plus important. C'est vraiment intéressant de voir à quel point l'Occident a encore du mal à comprendre la Chine. Vous savez, la croissance du PIB, c'est plus vraiment un objectif prioritaire pour la Chine. Et ça, j'imagine que c'est très difficile à saisir pour le grand public occidental. Parce que, pour beaucoup, c'est impensable de ne pas considérer la croissance du PIB comme essentielle, non?
Mais pour Xi Jinping, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est une Chine forte et puissante, et que le niveau de vie des Chinois progresse réellement. Alors oui, la croissance du PIB peut être faible, mais lui, il reste très attentif à d'autres choses, comme le taux de chômage ou les prix, notamment l'inflation. Parce que si l'inflation est élevée, les gens ne peuvent plus se payer les produits de base. Et ça, c'est une préoccupation bien plus importante pour le gouvernement chinois. Mais les gouvernements occidentaux, eux, ne semblent pas le comprendre. La Chine et la Russie ne se préoccupent pas de la croissance du PIB. L'Occident, lui, en est obsédé, et les Américains encore plus. Il y a d'ailleurs un excellent article, signé par un économiste, qui s'appelle James Galbraith, qui parle justement de tout ça. Il explique que toute cette croissance du PIB qu'on a vue aux États-Unis, en réalité, c'est une bulle fondée sur les valeurs technologiques, où les revenus et la richesse remontent vers ceux qui en ont déjà beaucoup. Les niveaux de vie réels, eux, stagnent ou reculent, et la productivité, dans la plupart de l'économie américaine, est quasiment à l'arrêt. Vous savez, j'ai déjà parlé du PIB avec des amis. Enfin, pas seulement des amis. En fait, c'était une présentation que j'ai faite devant des économistes. Et j'ai dit, imaginez un pays qui ne produit rien, qui ne construit rien, mais où le parc immobilier reste complètement figé. Il n'y a aucune nouvelle construction. La population augmente, les gens ont besoin de logements, donc les prix des maisons montent. Voilà. Et puis des gens de l'extérieur voient que les prix montent, alors ils viennent et commencent à acheter ces maisons, même si en réalité, aucune nouvelle maison n'est construite. Donc, le prix des maisons continue d'augmenter. Ce qui se passe, c'est que le PIB augmente aussi, parce que la valeur des maisons monte, même si rien n'est en train d'être construit. Entièrement créé par l'homme. C'est complètement faux. C'est un indicateur bidon. Et vous avez tout à fait raison. Alors, je suis allé récemment en Russie, comme vous le savez. J'ai été à Moscou, puis à Pskov. Si on se base uniquement sur le PIB, sur les chiffres du PIB, depuis ma dernière visite à Moscou en 2019, eh bien les résultats ne sont pas particulièrement impressionnants. Ils ont augmenté d'environ 2 ou 3% par an. C'est de la croissance, oui, mais pas une croissance énorme. Et pourtant, j'ai été frappé de voir à quel point le niveau de vie en Russie a vraiment augmenté pendant toute cette période. Comme la ville est plus belle aujourd'hui, comme la technologie a fait un bond en avant, tout le monde utilise des applications, un peu comme en Chine d'ailleurs, et tout le monde apprend le chinois. C'est un autre aspect qui n'a rien à voir avec les gènes. Quant aux chiffres du PIB, eh bien je pense que c'est pareil pour la Chine. Quand on regarde la production industrielle, la technologie, la productivité, le niveau de vie qui monte, la longévité, la santé des gens, la qualité de leur logement, leurs emplois, tout ça, c'est le signe d'une économie solide et en bonne santé. Je l'ai déjà dit en parlant de technologie, la Chine est aujourd'hui à l'aube de grandes choses. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Oui, oui. À mon avis, c'est une obsession vraiment malsaine pour le PIB. Comme vous l'avez dit, il n'existe même pas de méthode unifiée pour le calculer. En gros, chaque pays le calcule à sa manière. Et si on regarde comment les États-Unis calculent leur PIB, je pense que certaines choses sont même comptées 2 fois. Donc, James Galbraith a fait remarquer que ce qu'on a aujourd'hui, c'est encore une fois ce qu'on appelle dans les statistiques la comptabilité hédonique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais elle avait été utilisée pendant la bulle Internet, dans les années 90. Elle avait été discréditée à l'époque, mais on l'a ressortie depuis. Alors,
La comptabilité hédonique, ça consiste à ajouter de la valeur à des biens qu'on estime être modernisés. Par exemple, si vous avez un iPhone 16, on ne regarde pas simplement le prix de l'iPhone 17. On ajoute une unité de valeur supplémentaire à l'iPhone 17, parce qu'en théorie, ce prix reflète le fait que l'iPhone 17 est censé être un téléphone meilleur et plus avancé que l'iPhone 16. Évidemment, ce n'est pas complètement faux, mais c'est une question d'appréciation. En fait, si je peux dire, moi, je trouve que mon iPhone 17 est un téléphone bien moins bon que mon iPhone 12. C'est une autre histoire, mais ça montre bien que ce genre de méthode introduit immédiatement une distorsion dans les chiffres du PIB et qu'elle les fait paraître bien meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Et ils font ça dans le secteur de la tech et encore. Le secteur de la tech fait ça tout le temps. Et je n'avais pas réalisé à quel point la comptabilité hédonique avait été réintroduite dans les statistiques américaines. Oui, fille. Je veux dire, regardez Nvidia. Ils ont investi une somme énorme dans OpenAI et ensuite OpenAI, à son tour, achète des puces Nvidia. En gros, c'est comme si vous utilisiez votre propre argent pour acheter vos propres puces. Mais tout ça, ça compte quand même comme vos revenus, votre PIB et tout le reste. Tout à fait exact. L'autre point, c'est que je voudrais revenir un peu sur ce qui se passe avec Nexperia, ou plus largement avec les Néerlandais. Le ministre néerlandais du Commerce, je crois, s'est récemment rendu en Chine. De toute évidence, il voulait parler de Nexperia. Aujourd'hui, Nexperia est devenu un vrai problème, à la fois pour la Chine et pour le gouvernement néerlandais, parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils ont pris le contrôle, mais la Chine a réagi très vivement. En gros, la Chine a dit « Très bien, faites ce que vous voulez. Nous, on continue nos activités depuis la Chine. » Et le résultat, quand on regarde les chiffres, c'est qu'environ 93% de la production d'avant le conflit se trouve maintenant en Chine. Production et vente confondues. Donc, toute l'activité, à 93%, est en Chine aujourd'hui et seulement 7% aux Pays-Bas. Quelle surprise! Tu vois bien le problème, non? Mais ce qu'ils ne font pas, c'est reconnaître qu'ils ont fait une énorme erreur. Ils ne disent pas « bon, on s'est trompé, corrigeons ça ». Non, ils ne reviennent pas en arrière. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné cette prise de contrôle par l'État. Maintenant, ils affirment que le gouvernement ne prend pas le contrôle de l'entreprise. Mais ils n'ont toujours pas rétabli le PDG. Pourquoi ils ne peuvent pas simplement le rétablir, donc ils voient clairement qu'il y a un problème? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, pourquoi ne pas simplement présenter des excuses à la Chine, rétablir le PDG et tourner la page sur toute cette affaire? Parce que bien sûr, c'est de l'arrogance occidentale. Vous savez, c'est intéressant, on dit toujours que les Chinois ont beaucoup de mal à perdre la face. Mais en réalité, ce sont nous les Occidentaux qui avons un vrai problème avec ça. On le voit avec Trump face à l'Iran. Il ne supporte pas l'idée qu'il puisse être tenu en échec par l'Iran. Et c'est pareil avec les Néerlandais. Je veux dire, on a saisi cette entreprise, une société appartenant à des Chinois. Et eh bien, on ne peut pas admettre que les Chinois aient en fait gagné cette bataille et qu'ils aient eu raison depuis le début. Ce serait impensable. En même temps, comme ce sont eux, les Néerlandais, qui sont allés en Chine, c'est clair qu'ils veulent régler ce problème. Donc tu vois, ils veulent vraiment aller de l'avant. Ils veulent que ce soit réglé à leurs conditions, alors qu'ils n'ont aucune carte en main. C'est toujours la même chose avec l'Occident. On arrive partout avec ce sentiment énorme d'être en droit de tout exiger. On part du principe que la Chine, même quand on la frappe, doit quand même venir nous aider.
Et franchement, c'est très étrange. On se met en colère, on se sent offensé quand elle ne le fait pas. Et on dit toutes sortes de choses horribles sur la Chine quand elle refuse. Mais bon, c'est comme ça. En réalité, c'est bien la faute du gouvernement néerlandais. Et pourquoi la Chine devrait-elle aider les Pays-Bas à sortir du pétrin que les Pays-Bas ont eux-mêmes créé? Ça n'a aucun sens. Et plus ça dure, plus tu vois, la Chine va s'adapter. En gros, moins la Chine aura besoin de nous, et ça, c'est une partie du problème pour l'année prochaine, non? Absolument. S'ils veulent encore faire quelque chose, ils devraient le faire vite, vraiment vite, se corriger eux-mêmes. D'accord, corriger. Autre chose. En fait, avant qu'ils ne viennent en Chine, je crois que cette même personne est allée aux États-Unis pour essayer de faire du lobbying auprès du Congrès américain. Je crois que le Congrès travaille sur un projet de loi appelé MATCH, qui vise à restreindre encore davantage la capacité d'ASML à vendre à la Chine. Le fait qu'il soit allé au Congrès pour faire du lobbying montre bien que le marché chinois est aussi un marché très important pour ASML, non? Et ASML, c'est une entreprise très importante pour les Pays-Bas. Donc ça, c'est un autre aspect. J'ai juste l'impression globalement que le gouvernement néerlandais a sans doute sous-estimé à quel point le marché chinois est crucial pour les Néerlandais. Vous ne trouvez pas? Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, ASML n'existera peut-être plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que probablement il y en a déjà une qui est en train d'être construite. Et dans quelques années, quand je dis quelques années, je parle peut-être de l'année prochaine, je le dis littéralement, parce que c'est à cette vitesse-là que les choses avancent en Chine. La Chine va produire ses propres machines de lithographie à ultraviolette extrême. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont sans doute déjà travailler sur la technologie suivante, celle qui ira au-delà de la lithographie à ultraviolette extrême. En plus, ils ont maintenant tout intérêt à fabriquer leurs propres puces. Ils vont produire leurs propres puces, au plus haut niveau. Ils vont inonder le monde de puces. Ils vont avoir toute la technologie. Ils auront les machines que les gens voudront acheter, parce qu'elles seront bien moins chères que celles d'ASML. Et il n'y aura plus de marché pour ASML, parce qu'ils se sont attaqués au mauvais camp. Vous savez, j'ai un peu de peine pour ASML, parce qu'ils se sont retrouvés piégés. Ils dépendent énormément des brevets américains, donc les Américains ont la main mise sur eux. Mais c'est ce qui va se passer, oui. Ce que le gouvernement néerlandais aurait dû faire, et ce que l'Union européenne aurait dû faire au nom d'ASML, qui est pour l'Europe une entreprise stratégique, c'est dire clairement aux Américains, c'est totalement inacceptable. Nous nous y opposons fermement. Nous voulons qu'ASML continue à faire des affaires avec la Chine exactement comme avant. Donc, à terme, les Chinois développeront eux-mêmes cette technologie. Mais à ce moment-là, ASML serait là, travaillerait avec la Chine et ils pourraient mettre en place des partenariats de production. Au lieu de ça, ils ont choisi cette voie de confrontation et ça va détruire ASML. J'en suis absolument certain, tout comme on le voit aujourd'hui en Allemagne avec l'industrie automobile, avec Volkswagen. Volkswagen aurait pu avoir d'excellents accords avec les entreprises chinoises. Maintenant, ils suppriment des emplois, ils parlent de fermer des usines, ils ne parviennent pas à rivaliser avec la Chine, avec les entreprises chinoises dans le domaine des véhicules électriques. Ils ne savent pas fabriquer des véhicules électriques comme la Chine le fait, parce qu'ils ont beaucoup de retard sur cette technologie. Et tout cela était complètement inutile. Je pense que ce que le gouvernement néerlandais a fait a aussi nui à l'Europe en termes d'expérience. À l'époque, quand ils ont pris cette décision, les plaquettes étaient encore fabriquées, je crois, à la fois en Allemagne et au Royaume-Uni. Il y avait donc des fabricants là-bas. Et ensuite, tout était envoyé en Chine pour l'emballage, l'expédition et tout ce qui va avec.
Mais quand la crise a éclaté, la Chine a réagi en fabriquant ses propres plaquettes. Ils ont très vite mis en place la production et toute la chaîne industrielle. Résultat, ils n'ont même plus besoin de celles venant de l'Union européenne. Donc, on voit bien que ça a aussi pénalisé l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisqu'ils avaient ces productions-là. Maintenant, la Chine a les siennes et au minimum, elle est en concurrence avec eux. Je pense que c'est peut-être aussi une forme de pression de la part de l'Union européenne pour que cette situation soit réglée. Tu as tout à fait raison. Alors, juste avant de commencer cette émission, et c'est en lien direct avec ce qu'on disait, il y a aujourd'hui un long article dans le Financial Times sur les terres rares. Et c'est vraiment très intéressant. D'abord, ça confirme exactement ce qu'on disait. Il n'y a aucun moyen de desserrer l'emprise de la Chine sur les terres rares, en tout cas pas avant 2030. En réalité, quand on lit l'article en détail, on voit bien que ça n'arrivera jamais. Essayer de développer cette industrie en Occident n'a tout simplement aucun sens. L'article souligne d'ailleurs que si la Chine est le leader mondial des terres rares et d'autres minerais stratégiques, comme le tungstène par exemple, c'est parce qu'elle est aussi le plus grand fabricant au monde. Donc ce n'est pas seulement le plus grand producteur, c'est aussi le plus grand marché. Cela veut dire qu'il est rentable de produire des terres rares en Chine, d'en extraire en Chine. Ce n'est pas rentable de le faire en Occident, d'avoir une industrie aussi gourmande en capitaux ici, parce que nous n'avons pas la même taille de marché que la Chine. Du coup, les coûts, l'économie de tout ça ne tiennent tout simplement pas la route. Mais ça dit aussi autre chose. Tout ce discours sur le fait de vouloir résister à la Chine avec les terres rares, eh bien, imaginons qu'une industrie se mette en place dans un secteur particulier. À tout moment, la Chine pourrait décider de libérer sur le marché de gros volumes de terres rares, précisément dans le type de terres rares que l'Occident est en train de raffiner. Et ça détruirait complètement le modèle de production de cette terre rare en Occident. Parce que les entreprises occidentales concernées ne pourraient tout simplement pas rivaliser avec ce niveau de production de masse. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Ce que fait le gouvernement chinois, c'est exactement ce que vous venez de dire. Ils ont maintenant un système de licence extrêmement sophistiqué. Donc, si vous voulez acheter des terres rares à la Chine, vous devez remplir des questionnaires très détaillés. Vous devez indiquer précisément à quoi ces terres rares vont servir. Elles ne peuvent pas être utilisées pour la production militaire, ce qui est intéressant. Et ça soulève beaucoup de questions sur la manière dont l'Occident va organiser sa production militaire. Mais ce que cela montre, c'est qu'à cause de tout ça, il devient de plus en plus rentable pour les fabricants occidentaux, non pas d'acheter les terres rares directement à la Chine, mais d'acheter les composants finis qui contiennent déjà ces terres rares. Exact, en eux. Parce que les entreprises chinoises, elles, n'ont pas à passer par ces processus incroyablement complexes. Du coup, les tentatives pour riposter contre la Chine sur les terres rares finissent par accroître la dépendance envers elle, non seulement pour les terres rares, mais aussi pour d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, la confrontation avec la Chine n'a aucun sens, à aucun niveau de la chaîne de production. Et ça devrait être évident maintenant. C'est vrai aussi pour la chaîne technologique. C'est un vrai problème, tu vois. La façon dont l'Occident perçoit la Chine, il la considère toujours comme un concurrent, parce qu'il pense que la Chine voit l'Occident comme un concurrent aussi. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Enfin, hier soir, je regardais, tu connais Kevin Rudd, c'était, tu sais, le premier ministre à un moment donné, je crois qu'il a fait un doctorat à Oxford quand il avait 59 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, il travaille aux États-Unis
dans une sorte de groupe de réflexion, je crois, lié à l'Asia Society ou quelque chose du genre. Bref, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui parle vraiment chinois. Il connaît Xi Jinping depuis des années, donc on pourrait penser qu'il devrait, à ce stade, mieux comprendre la situation que beaucoup d'Occidentaux. Peut-être que c'est le cas, mais il continue de dire que Xi Jinping voit les États-Unis en particulier comme un problème parce que ce serait un obstacle à l'ascension de la Chine. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Xi Jinping le voit. Je ne pense pas que Xi Jinping considère les États-Unis comme un obstacle à la montée en puissance de la Chine. Je pense que la montée de la Chine dépend d'elle-même, tout simplement. Donc, quoi que fassent les États-Unis, la Chine s'y adaptera. C'est ce que fait la Chine. Yes. Yes. I mean, Kevin Rudd, who is, by the way, a good man. Kevin Rudd, qui est d'ailleurs un homme bien, quelqu'un qui s'est opposé à cette détérioration des relations avec la Chine. Mais je pense qu'il vit encore dans le monde du début des années 2000, à une époque où le développement de la Chine dépendait vraiment, dans une certaine mesure, pas totalement, mais en partie, du commerce avec les États-Unis. Aujourd'hui, on est bien au-delà de ce stade. We are far past that point now. Oui, et je pense que beaucoup de gens sont encore d'accord avec ça. J'imagine que la vision générale, c'est que la Chine voit les États-Unis comme un obstacle à son ascension. Moi, je ne crois pas ça du tout. J'ai pas du tout ce sentiment. Je pense que la Chine se dit simplement « bon, on doit le faire nous-mêmes ». Et ce que font les États-Unis ou l'Europe, eh bien, on s'y adapte. C'est tout. Mais je pense pas qu'ils comprennent ça. Eh bien non, je ne pense pas qu'ils comprennent ça du tout. Je veux dire, le fait que la Chine agisse avant tout pour la Chine, c'est quelque chose que les Occidentaux ont énormément de mal à saisir. Tant qu'ils ne comprennent pas ça, j'ai vraiment communiqué à eux. Oui. Yes. Un autre domaine, c'est l'intelligence artificielle. Alors, il se passe plusieurs choses de ce côté-là. Les modèles chinois d'IA, maintenant, représentent maintenant, selon les derniers chiffres, jusqu'à 46% de l'utilisation de jetons par les entreprises américaines. L'utilisation de jetons, ça montre quels produits d'entreprise elles utilisent. C'est un chiffre vraiment impressionnant parce qu'il y a encore un an, on était autour de 4,5%. Et maintenant, c'est 46%. Pour moi, c'est assez. Je sais qu'ils passent progressivement au modèle chinois, mais atteindre 46% aussi vite, ça m'a quand même un peu surpris. Et j'imagine que cette tendance va continuer, non? Oui. There's no question about it. And Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour l'Amérique aujourd'hui, c'est devenu une question existentielle. Pas parce que la Chine s'en prend directement aux États-Unis, mais parce que cela finit par saper tout le modèle économique américain. Ce modèle repose désormais entièrement sur l'intelligence artificielle. La vision américaine de l'IA, c'est ce qui fait bouger la bourse. C'est ce qui alimente l'investissement, enfin ce qu'il en reste dans l'économie américaine. Donc si la Chine, disons, parce que cette croissance de 4, enfin, c'était quoi, 4,5%, this growth from 4.5% Il y a environ un an, oui. to 46. 46%. Ça montre bien que la Chine est plus compétitive que les États-Unis. Than the US is. Oui. Je ne peux pas dire que je sois surpris. But there it is, yeah. Voilà, oui. Et pour continuer là-dessus, deux autres choses se sont passées en même temps. D'abord, le gouvernement chinois est maintenant en discussion avec certaines entreprises technologiques. En fait, la Chine, ce qui rend les gens un peu méfiants, pourrait vouloir limiter l'usage de cette technologie parce qu'elle veut savoir, le gouvernement chinois veut savoir, quels sont les domaines vraiment sensibles à haute technologie qu'il faut protéger et lesquels on peut laisser accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est en cours. Le Wall Street Journal a rapporté qu'ils sont en discussion avec de grandes entreprises pour protéger leur technologie. L'article disait que cela arrive après
que la Chine a gagné des fans dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est une chose. Et puis, autre point intéressant, quelqu'un a écrit dans le Tech Policy Journal, qui est une revue technologique assez influente, un article sur la façon dont les États-Unis et la Chine pourraient prendre du recul dans leur bataille pour la suprématie des modèles d'intelligence artificielle. En gros, c'est un peu comme si on disait « Bon, on dirait qu'on ne va pas gagner cette course, alors autant arrêter de se battre. » C'est exactement ça. Je veux dire, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Exactement ça. On dirait que la Chine rattrape vite son retard, non? Dans le domaine de l'intelligence artificielle. Absolument. La Chine va dominer l'intelligence artificielle d'ici 5 ans, peut-être même plus tôt. Encore une fois, ça n'avait pas besoin de se passer comme ça. Quand je dis que la Chine va devenir dominante, je veux dire que ça ramène tout à un jeu à somme nulle. Mais, vous savez, la technologie ne devrait vraiment pas avoir de frontières. Je suis d'accord. Les Américains, ce sont toujours eux qui essayent de poser des limites. Oui, j'aimerais vraiment voir les deux pays travailler ensemble. Ça me désole de voir de mentalités. Eh bien, les scientifiques devraient pouvoir passer d'un pays à l'autre, se rencontrer. Il devrait y avoir des usines. Ils devraient pouvoir s'acheter des choses entre eux. Ils devraient pouvoir faire tout ça. Et de cette façon, ça favorise le développement universel de l'humanité. Ce serait bien mieux. Mais non, non. Vous voyez, parce qu'on ramène toujours tout à la rivalité, ce qui, au fond, revient encore au pouvoir. On crée ces barrières, et au final, elles se retournent contre nous. Vous savez, quand je regarde ces vidéos, il n'y a peut-être pas beaucoup de reportages en Grande-Bretagne, mais il y en a quelques-uns aux États-Unis. Et puis sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens les regardent. Absolument. Et puis, quand je lis les commentaires, c'est très intéressant. La grande majorité soutient cette idée. Les gens sont vraiment contents, y compris des Américains, y compris des Européens. Ils sont très heureux de voir ça. Et au minimum, ce genre de technologie ne devrait pas être contrôlé par une seule personne. Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Eh bien oui, tout à fait. C'est dangereux si tout est contrôlé uniquement par Elon Musk. Oui, c'est ça. Exactement. Je pense qu'on devrait se réjouir qu'il existe une alternative. Voilà. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Encore une chose. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire avec la FIFA? Franchement, je n'ai jamais vu une Coupe du Monde comme celle-là. Qu'est-ce qui se passe? On sait tous que la FIFA est une organisation plutôt corrompue, ça, c'est pas nouveau. Mais cette fois, j'ai l'impression qu'ils ne cherchent même plus à cacher leur corruption. Non. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que vous avez déjà répondu à la question. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, l'idée même d'organiser une Coupe du Monde aux États-Unis aurait paru vraiment étrange, parce que les Américains n'étaient pas du tout passionnés de football. Le football à l'époque, c'était surtout un sport européen et latino-américain. C'était les deux grands pôles. Bien sûr, on y jouait aussi ailleurs, en Chine, en Afrique. Mais la Coupe du Monde alternait entre l'Amérique latine et l'Europe. Et c'était comme ça, parce que ces deux régions étaient les superpuissances du football. Et comme vous l'avez justement dit, c'était toujours un milieu assez corrompu. Et c'est devenu encore plus corrompu. Mais maintenant, ce n'est pas juste corrompu, c'est devenu, ridiculement, follement corrompu. Et c'est aussi une question de flatter les Américains, de flatter Trump. Vous savez, avec cette histoire de ce joueur qui avait été expulsé du terrain et Trump
qui a téléphoné au président de la FIFA pour le faire revenir. Ça m'a rappelé un épisode qui s'est vraiment passé pendant une Coupe du Monde dans les années 30, en Italie. Mussolini, qui était alors dictateur, avait dit au président de la FIFA « Comprenez bien une chose, l'Italie va gagner ». Eh bien, au fond, ce n'est pas si différent aujourd'hui. C'est plutôt du divertissement, tu vois, pas vraiment un vrai événement sportif. Oui, exactement. Aber bude dit c'est qu'un exemple. C'est ce cadre faisant repousser sa mise en œuvre les États-Unis. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, Je veux dire, ça n'avait jamais eu lieu aux États-Unis. Franchement, je suis désolé de le dire, mais ça n'avait jamais été organisé là-bas. C'est un peu comme si on organisait, je sais pas, un grand événement de cartes de baseball ici, en Europe. Les gens ne comprendraient tout simplement pas. Est-ce que les Américains, enfin beaucoup d'Américains, comprennent vraiment bien le football? En fait, il y a plus de connaissances aujourd'hui qu'il y a, disons, 30 ans. Mais je ne pense toujours pas que ce soit un sport de masse aux États-Unis. et on dirait que la FIFA fait tout pour séduire le public américain, non? Ils choisissent les bons horaires et ils ajoutent cette pause, la fameuse pause pour boire de l'eau, juste pour pouvoir passer plus de pubs. C'est tellement évident ce qu'ils essayent de faire, non? Tout tourne autour de l'argent. Je veux dire, je vais vous raconter une histoire personnelle à propos de la FIFA. C'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, environ 30 ans. Mon père était ici, à Londres, et il était très passionné de sport. Et je devrais préciser que ma famille a toujours été très impliquée dans les Jeux olympiques. Je crois que je vous l'avais déjà dit, Murmal, que mon arrière-grand-père était présent aux tout premiers Jeux olympiques modernes, à Athènes. Mon père, lui, adorait le football. Moi, pas du tout. Bref, nous recevions chez nous 2 responsables britanniques de la FIFA. C'étaient tous les 2 des gens de la FIFA. Et j'ai évoqué le fait qu'il y avait énormément d'argent qui arrivait dans le football, venant essentiellement du groupe Murdoch. Et j'ai demandé, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser le sport? Et là, ils m'ont répondu, non, 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 pas du tout. Ça ne va pas déstabiliser le sport. Tout cet argent va dans le football. Et j'ai dit à mon père, en grec, il va dans le football ou il va directement chez eux. En Grande-Bretagne, je dois dire qu'il y a toujours eu une part de corruption autour du football. Sans exagérer, je veux dire il y a déjà eu des liens entre le football et le crime organisé par le passé. Et ça remonte aux années 1920. Donc c'est pas si nouveau que ça. Oui. Oui, on verra bien qui va gagner. Enfin, en ce moment, l'Argentine est complètement détestée. J'ai du mal à comprendre ça. Avant, c'était l'Argentine. Tout le monde adorait ce pays. Et maintenant, du jour au lendemain, tout le monde déteste l'Argentine. Personne ne veut la voir gagner. Je sais. Une dernière question, c'est juste par pure curiosité personnelle. Dans l'interview de Kevin Rudd, il disait que le gouvernement chinois, et je pense que c'est vrai, a beaucoup étudié l'effondrement de l'Union soviétique pour en tirer des leçons. Et apparemment, ce que Xi Jinping trouve incroyable, peut-être d'autres au sein du gouvernement chinois aussi, c'est que quand l'Union soviétique s'est effondrée, pas une seule personne influente, ni dans le gouvernement, ni dans l'armée, pas même les généraux de l'armée rouge, n'est sorti pour défendre l'Union soviétique. Xi Jinping trouve ça stupéfiant. Et pour cette raison, selon Kevin Rudd, il a voulu garder un contrôle très strict sur l'armée, sur tout ça. Voilà son explication. Mais moi, j'ai quand même cette question. Pourquoi, quand l'Union soviétique s'est effondrée, aucune personne puissante n'est intervenue pour la défendre? You are absolutely correct. It's one of the great
Vous avez tout à fait raison. C'est l'un des grands mystères de cette histoire, et je n'ai pas de réponse simple à ça. C'était comme si, après 73 ans de lutte, de guerre et de tout ce qu'ils avaient traversé, tout le système avait soudain perdu toute foi et toute confiance en lui-même. Maintenant, je vais dire quelque chose à propos de la Russie. Il y a une différence fondamentale entre la Russie et la Chine. Cela commence à changer aujourd'hui. Mais les Russes ont toujours eu un profond sentiment d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. D'accord. Ils ont toujours pensé que l'Occident était d'une certaine façon supérieur à eux, et qu'au fond, quoi qu'ils fassent, ils ne seraient jamais aussi bons que l'Occident. C'est quelque chose de très difficile à dépasser, et il est souvent compliqué de faire voir aux Russes les choses autrement. Je pense qu'en Chine, c'est complètement différent. Avec une civilisation, une histoire et une culture aussi immense, les Chinois ne sont pas aussi impressionnés par l'Occident que les Russes pouvaient l'être. Il y a encore, bien sûr, des gens en Russie qui admirent beaucoup l'Occident. Mais quand l'Union soviétique s'est effondrée, c'était un peu comme s'ils s'étaient dit « Eh bien, on savait depuis le début que ça finirait comme ça. » Soyons honnêtes, on n'était pas vraiment aussi bons qu'eux. Ils ont toujours été plus riches que nous, toujours plus forts que nous, toujours meilleurs que nous, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, bien sûr, c'est différent. Et évidemment, c'était à mon avis l'autre grande erreur qu'a commise l'Union soviétique. Elle a rendu les voyages vers l'Ouest très difficiles pour les Russes. Quand les Russes ont enfin commencé à voyager en Occident et à le voir tel qu'il est vraiment, ils se sont dit, eh bien, finalement, c'est peut-être pas aussi merveilleux qu'on l'avait toujours imaginé. L'Occident est très bon. C'est la meilleure explication que je puisse donner. Oui, Les Russes sont très forts en propagande, je veux dire l'Occident aussi. Oui, tout à fait. En Chine, il y a encore des gens qui ont une bonne opinion de l'Occident, mais je dirais qu'il y a sans doute, surtout parmi les dirigeants, suffisamment de personnes qui voient les choses telles qu'elles sont. Oui, ils ont les idées très claires. Et puis, autre chose. Il me semble qu'il y avait même eu un référendum pour dissoudre l'Union soviétique, et en réalité, les gens ne voulaient pas la dissoudre. Oui, absolument. c'est ça qui est extraordinaire. Il y a eu un référendum. Les gens ont voté massivement pour préserver l'Union soviétique. Personne n'a envie d'en parler aujourd'hui en Occident ou même ailleurs. Mais enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce manque de confiance venait avant tout des élites. Et c'est toujours le cas. D'accord ? Les Russes issus des classes populaires voient leur pays d'une manière très différente. Mais en Russie, pour des raisons difficiles à saisir et complexes à expliquer, il existe une énorme distance entre les élites, l'intelligentsia et la classe ouvrière, la population dans son ensemble. Pas forcément en termes de richesse, mais dans les attitudes. Et là encore, on revient à une différence fondamentale entre la Chine et la Russie. En Chine, la question ne se pose jamais. La Chine reste chinoise. Mao Zedong était chinois. Zhou Enlai aussi. Ils ont toujours été profondément patriotes, profondément chinois. Alors qu'en Russie, il y a toujours eu ce débat. Est-ce que la bonne voie pour le pays, c'est de s'occidentaliser? Est-ce que la Russie doit faire partie de l'Europe ou rester en dehors? Toutes ces questions-là ont longtemps agité les milieux intellectuels. Et bien sûr, beaucoup voulaient être aussi européens, aussi occidentaux que possible. Ils ont changé leur manière de s'habiller, adopté les vêtements occidentaux. Au XIXe siècle, ils parlaient même, pour la plupart, en français. D'accord. Je veux dire, vous voyez ce genre de choses. C'est très intéressant, parce que dans la vision chinoise, l'Occident
C'est un peu comme, bon, vous avez les anglo-saxons, ils sont intelligents, ils ont accompli beaucoup de choses, mais les Russes, regardez leur territoire, non? Et puis regardez les réalisations des Russes. C'est tout aussi impressionnant, d'accord? Enfin, regardez les joueurs d'échecs, les mathématiciens, les artistes, la musique, dans tous les domaines. Les Russes sont toujours là, prêts à rivaliser, d'accord? Oui, au même niveau que les autres. Alors peut-être que les Russes doivent comprendre ça. Je pense qu'ils commencent à le faire. La guerre en Ukraine a eu un effet important ici. Elle a changé les mentalités en Russie, comme je l'ai constaté quand j'y étais. Mais aussi, et je crois que c'est un point très important, pour la première fois, et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien, ni en Russie, ni en Occident, pour la première fois, depuis que je vais en Russie, le niveau de vie à Moscou et dans d'autres villes est désormais comparable à celui de l'Europe de l'Ouest. On peut acheter ce qu'on veut, faire ses courses, tout est disponible. Et à bien des égards, c'est même plus avancé sur le plan technologique. Je suis sûr que vous en avez aussi en Chine, je n'en doute pas. Mais là-bas, on voit des robots livreurs, de petits véhicules qui circulent dans les rues pour transporter des colis. Eh bien, ils en ont aussi en Russie. Et il n'y en a dans aucune grande ville européenne. Oui, Tucker Carlson disait que, même il y a quelques années, quand il est allé à Moscou, il trouvait que leur métro était propre, moderne. Et si on les compare à ceux de n'importe quelle grande ville américaine, eh bien, voilà. Et enfin, vous savez, ils ont des applications sur leur téléphone, très avancées. Ils ont tout ça. Donc pour la première fois, si un Russe part de Moscou pour aller à Londres, il sera choqué de voir que le niveau de vie à Londres est plus bas. Oui, en fait, je devrais dire que je connais des Russes qui m'en ont parlé directement. D'accord. Je veux dire, vous savez, ils sont stupéfaits de voir à quel point le niveau de vie en Europe de l'Ouest est bas comparé à celui de la Russie. Et ça va avoir un effet révolutionnaire. Ça va transformer les mentalités en Russie. Et quand ça commencera à être plus largement connu, ça va complètement changer la politique en Europe. Mais bon, on en est encore loin. En attendant, pour revenir à ce que je disais à Moscou, tous les jeunes apprennent le chinois maintenant. Ils ne perdent plus leur temps avec l'anglais. C'est incroyable. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire à voir. Les Chinois sont partout et ils sont très appréciés. Ça aussi, c'est une surprise. D'accord, très bien. Alors, on se parle non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Je suis sûre qu'on aura plein de choses à dire. Beaucoup de choses à discuter. Passez un excellent séjour en Chine. Merci et j'ai hâte de vous revoir bientôt, Sophia. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir.